Bonjour Alex. J'ai Bonjour. un petit travail à la médiathèque au Lagon Carré. Qui es-tu et quel est ton métier exactement? Alors qui je suis? Donc je m'appelle Alexandre Simonet et je travaille, au sein de la médiathèque, de Carré d'Art dans le labo Carré, le laboratoire des usages du numérique de la bibliothèque de Carré d'Art et je suis donc, chef de projet en charge, des aspects de prospective et de médiation autour des arts et des cultures numériques. Mmh. C'est un peu particulier comme, positionnement puisque, occupe un poste qui n'existe pas finalement, dans le métier, du bibliothécaire ou en tout cas qui existe pas en et donc c'est un positionnement singulier qui vient de l'histoire, en fait, du développement, des cultures numériques qui ont commencé, on va dire, par les cultures, multimédia, il y a une vingtaine d'années, à travers un programme national qui s'appelait, les espaces culture multimédia et qui était un programme, censé, accompagner le développement des nouvelles technologies en lien, avec, l'art et la culture et plus particulièrement quand même en faisant une place plus large, plus grande à ce qu'on appelle, aux arts numériques. D'accord. Et du coup, quelles ont été les étapes clés de ton parcours? Parce que Mmh. j'imagine que peut-être que tu avais un autre poste avant ou je sais pas comment ça s'est passé. Parcours en fait, il est, bon, il est assez, assez classique, assez simple. Disons que, j'ai en fac d'histoire et j'ai rencontré, sur les bancs de la fac, des musiciens et au lieu de continuer mes études à la fac, et bien, je suis devenu, manager et producteur de groupe. Ouais, Ah, c'est marrant. donc oui, oui, je les ai accompagnés pendant quelques années et suite à ça, j'ai ensuite rencontré, des gens, qui ont mis en place, en fait, des politiques publiques autour, des musiques, amplifiées, Mmh. des musiques actuelles et c'est, notamment, Philippe Berthelot, de Florida à Agen, qui m'a demandé, en fait, globalement de voir ce qui pourrait être fait dans le cadre d'un chantier culturel, que Florida était en train de mettre en place, heu, à la fois pour accompagner les groupes de musique, mais aussi pour essayer de voir quelle orientation on pouvait donner à ce projet-là et c'est là que je lui ai proposé, en fait, de travailler sur, bah, l'arrivée du numérique et D'accord. voilà, on était en 95-96 exactement, plutôt 96. Et donc bah, j'ai pu, bénéficier d'un premier espace public, finalement, D'accord. où l'idée, c'est de faire le lien entre les musiques actuelles et les genres numériques, bah, dès le départ. Donc il y avait vraiment, bah, ça venait vraiment de toi aussi cette envie, cette appétence pour, ces 2 milieux naturellement? Oui, D'accord. alors c'est-à-dire qu'en fait, ça répondait aussi, alors je pense qu'il y a quand même, un mouvement, sociétal autour de ces nouvelles formes de création de fond et moi j'estime aussi que les lieux culturels sont là pour écouter, être des espèces de vigies, des pratiques culturelles, qui émergent au sein de la société et qu'on est là pour, accompagner, révéler, diffuser, apprendre, qu'il faut donc être, quelque part, disponible pour pas que ces pratiques en fait, s'enterrent ou restent dans le cadre, domestique ou privé, trouvent, une expression au sein de la société, tout simplement. D'accord. Selon toi plutôt, quelles sont les qualités essentielles pour, travailler dans ce domaine? Et surtout exercer le métier que tu fais? Bon, je pense, une des qualités, ce serait, l'ouverture, d'esprit. Alors, j'ai aussi, comment dire? Mes préjugés, des entêtements, Mmh. mais en général, quand quelqu'un arrive avec, un projet, par exemple, Mmh. quelqu'un arrive avec une demande, j'ai pas d'a priori. Mmh. J'en ai pas beaucoup, on va dire. Toujours, des petits a priori, mais vraiment, ce qui, je pense me caractérise, c'est-à-dire, c'est, d'avoir une écoute très, très, large et qui dépasse, on va dire, le cadre,
que pourrait imposer une institution, par exemple. Ça et après, en fonction du projet, de la demande, des compétences que je peux mobiliser et évidemment du projet global de la structure, bah, après, il y a des choses qui peuvent se faire et d'autres pas. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant et que la première fois que je t'ai rencontré, c'était, voilà, tu présentais un peu et puis que tu aidais des personnes à monter des projets autour du numérique. J'ai vraiment trouvé cette approche intéressante. Oui, C'est peu commun, en fait, dans la plupart des lieux oui, d'être aidé de cette façon-là et oui, surtout parce qu'ils que servent une institution. ouais, ouais, ça, c'est l'histoire, en fait, de la culture en France. C'est notamment, des lieux culturels qui sont très axés sur la diffusion et très peu sur l'accompagnement des publics ou l'accompagnement des artistes. Très peu sur la formation, très peu sur, comment on tire parti finalement de la culture à des fins de développement local, à des fins d'insertion sociale, à des fins alors j'ai toujours été intéressé, aussi, par les approches de la production, même parce que, on s'aperçoit aussi qu'on n'a pas une pensée éthérée, et que, si on veut la diffuser et si on veut, la partager, beh, faut la refaire descendre sur terre et en la faisant redescendre sur terre, il faut la matérialiser, soit sur les supports, livres, CD, films, voilà et que, c'est exactement aussi ce qui est à l'œuvre avec le numérique. C'est-à-dire, il y a une nouvelle matérialité qu'il faut dompter, heu, mais il faut pas faire semblant aussi, heu, de se dire: «Bah, ça n'existe pas». Oui. Voilà, c'est quelque chose de très lié, quoi. Mmh. Donc si on s'intéresse, au contenu, si on s'intéresse, aux usages, il faut s'intéresser aussi, au dispositif, au milieu, dans lequel le dispositif s'insère. Il y a une certaine complexité À à appréhender un peu. appréhender et à être conscient un peu de ça. Voire même le dépasser par aussi, hein. Ça, moi, je me sens des fois un peu dépassé. Ouais, c'est intéressant parce que là, tu viens d'introduire une notion d'usage et de labo, il Mmh. s'appelle le laboratoire des usages Oui. ou le labo carré. Ouais. Ça, c'est intéressant Mmh. et pourquoi le labo a été créé? C'est vraiment, toi en arrivant qui a permis, on va dire, la création de ce labo ou il existait auparavant? Il n'existait pas en fait, hein. Moi, quand je suis arrivé, on était encore dans ce fameux programme, D'accord. heu des espaces culture multimédia. Et je suis venu, ici essentiellement pour, «sauver» entre guillemets, la labellisation. Bibliothèque AV et qui était comment dirais-je? En suspens en fait, hein. Il s'agit de quelle labellisation exactement? Alors c'était le label des ECM, c'est-à-dire c'est une labellisation qui permettait, si on respectait un certain cahier des charges, Mmh. c'est-à-dire, globalement, mettre en place un programme d'animation culturelle ou produit numérique, D'accord, que celui-ci était accompagné par au moins un médiateur, un animateur, d'accord. et qu'évidemment, on travaillait en direction des publics les plus éloignés, eh bien, on pouvait prétendre en fait à une subvention de fonctionnement annuelle D'accord. qui pouvait aller OK. jusqu'à €. Sauf que tout ça a été remis en cause dès 2007 avec l'arrivée, cabinet, Sarkozy, Albanais, on va dire, enfin, Mmh. OK. était ministre de la et donc ils ont décidé du jour au lendemain de supprimer, toutes les subventions à tous les lieux culturels qui avaient engagé justement Cette démarche-là. cette démarche autour des cultures multimédia, parce qu'en fait on Mmh. appelait à l'époque. D'accord. En ne gardant que 4-5 pôles, nationaux, on va dire. Donc les 150 lieux ont perdu leur labellisation, donc leur financement. Voilà, donc là, à partir de là, ça c'était en 2007, il a fallu trouver Mmh. de nouvelles approches. Et du coup, il y a eu une espèce d'entre-deux entre la forme, ECM et puis hem, la forme labo carré telle qu'elle a D'accord. elle a donc c'est en 2012, à la faveur du plan d'une nouvelle labellisation en fait qui a été, remise en marche, avec l'arrivée, Hollande, Philippe et ma mémoire est bonne, de dire: «Bon, on voit bien qu'il faut aussi que, les bibliothèques
évolue. Et donc, c'est dans un cadre beaucoup plus global de la numérisation des collections, de l'information des bibliothèques, qu'il va falloir aussi s'intéresser quelque part aux usages, plutôt que de rester sur un entre-deux et un angle mort, parce qu'il ne faudrait pas qu'on rassemble tout ce qu'on a fait depuis une dizaine Mmh. d'années, on va dire. Parce qu'on Ouais. a commencé en 2003 D'accord. et que j'ai retrouvé à peu près une nouvelle labellisation 10 ans après, pour avoir un peu plus de visibilité de l'extérieur, de dire, on va les regrouper au sein d'une entité, on va appeler le labo carré. Et on va essayer de dégager 3 axes, Mmh. qui sont des axes en fait qui ont mis en place, décidé, parce que justement pendant 10-15 ans, on avait quand même accueilli des artistes numériques, que on a été confronté à des approches singulières à chaque fois, avec un regard critique. C'est ça qu'on travaille avec les artistes numériques. Avec aussi des compétences techniques et une maîtrise des langages que l'artiste possède. Et ensuite avec une plasticité, des interfaces qui résistent pas justement aux artistes numériques. Et du coup, ces 3 compétences-là, ben, à chaque fois, dans les différents projets, j'essaye de les réinjecter. Donc en fait, les 3 axes, Donc ces 3 axes, c'est une nouvelle forme de narration, une nouvelle forme d'écriture. d'accord. 2e axe, c'est l'art de la programmation. Découvre aussi la pratique des artistes numériques à travers leur code et aussi à travers, dans ce que je disais tout à l'heure, leur regard critique. D'accord. Et ensuite, le 3e axe, c'est le lien ou le rapport entre le jeu vidéo et la création, D'accord. qui se matérialise donc par un festival qui s'appelle le Nîmes Open Gala. OK, on va y revenir, Ouais, juste après. ouais. Mais juste avant, je voudrais te poser quelques questions sur le fonctionnement, en fait, du labo carré. Mmh. Du coup, quelles sont ses missions? Comment il fonctionne au sein, en fait, de la médiathèque? Ça, c'est une problématique qu'il a fallu résoudre. C'est-à-dire comment un laboratoire qui, par définition, travaille sur des aspects un peu de prospective, c'est-à-dire essaye de se projeter sur 2, 3, 4, 5 ans, on va dire, sur de futurs usages, ne prend pas trop d'avance par rapport au bateau amiral, en fait, Oui. et ne se coupe pas finalement à la fois du personnel qui a encadré la structure et des publics qui fréquentent la bibliothèque sont pas forcément au courant, en fait, de ce qu'on fait. Donc l'idée, en fait, c'est pas d'être dans la disruption, mais vraiment, Non, d'accompagner, en fait, ouais, sur des ça, c'est vrai transitions. que la disruption, alors par contre, ce qui moi c'est qu'évidemment pendant 15 ans, j'ai vu un certain nombre de phénomènes arriver, advenir et pas forcément derrière le bagage théorique qui Mmh. va avec. En tout cas, par contre, j'ai eu beaucoup d'intuitions, ça, et des intuitions qui m'ont permis en fait de positionner le Labo Carré sur des champs de l'innovation, mais innovation au sens social du terme évidemment, ça Oui, c'est pas, oui. et à un moment donné où le champ économique, heu, n'était pas présent, très peu présent. C'est-à-dire que pardon, je pendant 4-5 ans, de 2000, enfin même si je prends avant, de 96 jusqu'à, allez on va dire jusqu'à 2011-2012, l'entreprise n'était pas, Il y avait pas d'entreprise, en fait, dans sur ce secteur-là ou voilà, qui les fonctionnait. startups ça démarrait tout juste, enfin D'accord. bon. Il y a un certain nombre d'intuitions, un certain nombre de réflexions, qui ont émergé, mais qui ne trouvaient pas forcément de formalisation. OK. Alors le truc, c'est que, Tu veux nous en partager quelques-unes pour, expliquer, par exemple, quelle était ton ouais, intuition? par exemple, quand je discutais avec des artistes numériques on qui avaient ces fameux process, qui ont développé ces fameux process, je prendrais par exemple l'exemple de, tiens, de Jean-Luc Lamarck. Jean-Luc Lamarck, c'était un, je dis ça, c'était parce qu'il est décédé, c'était un artiste numérique heu, qui très tôt a inventé, pour appeler aujourd'hui la web application. C'est-à-dire à partir du web, permettre à des internautes de pouvoir produire du contenu
en temps réel, de manière, collective, on va dire. Donc auparavant, il avait développé, en fait, un outil qui s'appelait le piano graphique D'accord. et qui est un outil, qui permet en fait, d'assigner, les touches de son clavier, d'assigner des sons, et des images et de pouvoir ensuite, jouer littéralement, créer et composer en temps réel une pièce, heu, interactive et audiovisuelle en ligne. Et quand il l'a mis, en place en 97, immédiatement, il a eu 5 millions d'utilisateurs dans le monde avec des pics de connexion à 30 000 connexions simultanées. Ça faisait péter vraiment Ah oui. ça faisait vraiment péter tous les Donc le serveurs. serveur était pas très Et puissant à non, cette non, époque, donc c'est énorme. voilà et donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Bon, bah, quand même des gens qui sont pas dans le secteur marchand, qui inventent, qui arrivent à avoir un niveau, de programmation, excellent et qui ont envie, d'aller vers les gens». Et lui, en plus, il avait envie d'aller vers les mots et la littérature. Et moi, c'était le moment où j'ai fait la bascule. Alors, je suis arrivé ici et donc immédiatement, je l'ai contacté et on s'est rencontrés et moi, je devais répondre à une problématique qui était en interne et qui était comment, montrer qu'il n'y a pas justement de rupture sur la révolution du livre portée par l'imprimerie, j'ai envie de dire, au XVIe siècle, de 1500 à 1550, on va dire. Grande période des inclinables et puis ensuite avec l'arrivée de l'imprimerie, c'est-à-dire que on a eu une période en fait où le livre s'est cherché. Il s'est Oui. cherché, dans ses usages, il s'est cherché dans ses formats, il s'est cherché aussi par, le type de message qu'il a apporté et que finalement, 400 ans, 500 ans plus tard, on va vivre, ce type de révolution, en fait. Mais via le numérique, Mais c'est via ça? le numérique. Ouais. Donc du coup, c'était pour montrer ça. On s'inscrivait dans le temps long de l'évolution des histoires, des écritures, de l'évolution des supports et qu'il y avait pas forcément, d'opposition entre, le réseau, le physique et qu'on était en fait sur un mode, tout hybride, Mmh. de quelque chose, qui se cherche et qui se cherche, il faut expérimenter et que par contre ce qui a vraiment changé, c'est, le point de vue et le passage d'une personne consommateur à une personne D'accord. correctrice. Du coup, c'est ça que vous essayez de vraiment réinvestir De dans réinvestir, voilà, la c'est-à-dire, finalement, c'est le public qui va aujourd'hui, essayer, de mobiliser les ressources pour fabriquer son propre savoir. Et moi, j'en suis là aujourd'hui, en fait, c'était voilà. La connaissance, quelque chose qui est un peu différent du savoir. Pour moi, le savoir, c'est, des choses que l'on sait, mais que l'on connaît pas forcément. La connaissance, pour moi, c'est un savoir incarné, c'est-à-dire on en a fait l'expérience. Il y a un côté un peu plus pratique. Ça rejoint justement cette problématique de dire, il y a les nouvelles matérialités, des nouveaux outils, il va falloir, trouver des espaces pour que les gens puissent, s'en saisir et pratiquer. C'est là où elle est la différence entre les lieux culturels qui ont tous une approche de diffusion. Quand vous allez dans un musée, on ne propose pas forcément d'apprendre à peindre, par exemple. Il faut aller Oui. sur Et là, ce qui est vraiment associé les 2. et là, c'est vraiment associer les 2 à chaque fois quand c'est possible. Et Donc il y a des lieux, culturels qui font très bien ça. Il y a des théâtres comme ça. Culture numérique, ça parce qu'on a besoin d'avoir la légitimité, de l'école. Se dire: «Ah ben tiens, là, il y a peut-être des choses à développer», mmh et du coup, tu voudrais nous parler d'un quelque chose un peu concret, l'événement Anime Open Game Art et notamment, l'Escape Game que vous avez organisé avec, le Labo Carré et Mmh. la bibliothèque? alors, bah, c en fait, c'est le Noga donc qui est tellement, on va dire, qui essaye d'explorer les relations entre le jeu vidéo et la création numérique Mmh. et aussi comment, quelque part l'artiste numérique peut aussi, se positionner comme un médiateur Mmh. finalement. Il connaît bien ces outils-là, que lui-même il utilise le jeu vidéo, ses œuvres, Mmh. voilà, numériques. Font ça, qui détournent les codes vidéo pour le transgresser, pour le faire évoluer, pour faire passer un certain nombre de messages
Et du coup, d'où est venue l'idée? Avec qui tu l'as réalisé ce projet? Comment ça s'est passé, en fait? Alors ça s'est passé que, dans cet entre-deux, bah, j'ai eu l'opportunité, à faveur, je crois, du, 30 ans de Carrera, 20 ans de Carrera, bah, de pouvoir mobiliser un certain nombre de moyens. Donc je disposais, d'un budget et je me suis dit: «Bon, ben, qu'est-ce qui pourrait réunir finalement le public, les artistes Mmh. et les médiateurs?» Donc je me suis dit: «Bon, bah, le jeu vidéo est un média, intéressant parce que, bah, il est utilisé par les 3 Mmh. déjà. Tout le travail «d'acculturation» entre guillemets est déjà fait. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est que le jeu vidéo pris, dans différents contextes autres que celui de l'industrie, bah, pouvait avoir, heu, des débouchés en termes Mmh. d'usage et en termes de nouveaux usages. Mmh. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on met une thématique différente Mmh. et qu'à chaque fois, on essaie de voir, quel est l'état de l'art, on va dire, dans chaque domaine d'activité et comment le jeu vidéo, avec les autres domaines, en fait, s'inscrit dans des formats de jeux, un peu hybrides et transgenres. D'accord. Donc en fait, ce genre d'événement a lieu, 1 fois par an? Une fois par an, en décembre. Donc il y a un Décembre. volet créatif et un volet plus événementiel. Donc tout notre travail, c'est d'essayer d'être le plus possible dans le créatif et éducatif. Et si on revient du coup sur l'escape game en lui-même, Oui. du coup, Donc c'est l'escape game, le principe. voilà, le principe en fait, bah, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de médiation, qui défendent à la fois ces aspects pédagogiques, d'accompagnement des jeunes publics, hein. Pédagogie s'adresse, idéalement, aux jeunes et pas aux adultes. Mmh. On entend souvent dire: «Ah, ça manque de pédagogie», on s'adresse à des adultes. Les adultes ne sont pas des enfants. Mmh. Voilà, donc du coup, là, c'est vraiment de se dire, comment est-ce que, finalement, on fait passer un certain nombre de messages à des enfants? Comment est-ce qu'on leur redonne la main aussi sur les outils, sur les comptes? C'est vrai que cet Heu, escape game était intéressant vu il mêlait à la fois des adultes et des enfants, mais il était quand alors même ouais, il est complètement accessible vraiment intergénérationnel. pour Mmh. aussi les enfants, parce que la plupart du temps, ils sont un peu exclus de ce genre de dispositif. Ah je sais ouais, c'est possible, Oui, je sais pas. je Je enfin, connais pas les très escape bien, games, c'est plutôt à partir de 14, la plupart du temps, c'est 16 ans, en fait. Tu connais mmh. quand même, c'est vraiment un cadre, un contexte qui fait qu'on est enfermé dans une salle, il Oui, faut quand oui. même en sortir, Mmh. collaborer. Les autres des aînés qui nécessitent parfois vraiment, faire des connaissances un peu poussées. Tandis Mmh. que là, je trouvais que c'était bien fait par Time Escape Oui, Game. donc là, ça, c'est fait, en lien avec, Delphine Gris qui travaille Canopée du Gard et c'est avec elle, en fait, qu'on a construit, ce scénario. C'est elle qui a créé le scénario pédagogique, justement D'accord. et qu'on a testé aussi, dans d'autres contextes autres que D'accord. pédagogiques, que scolaires. C'est vraiment le contexte familial et c'est là aussi où on s'est aperçu, ce mode de médiation, donc sur des contenus qui sont à la fois évidemment très liés au numérique, mais aussi sur les qui sont très liés à la thématique qu'on aborde. Ça peut être la santé, en effet, ça peut être, les mondes imaginaires, cette année c'était l'architecture. Donc ça permet aussi d'aborder, des problématiques autres que, juste, la technique ou la techno ou voilà, c'est d'être aussi sur, des enjeux forts sociétaux, Ouais. donc il y a cette base-là déjà, D'accord. qu'on a expérimenté l'année dernière, mais sur un petit modèle qui a Mmh. déjà on occupait que D'accord. 20 ou 30 m², donc c'était vraiment très, très petit. Oui. Mais par contre, on a eu la surprise de voir arriver des gens de côté. Aussi bien des familles que des groupes d'ados autoconstitués. C'est-à-dire, ils t'appellent, ils réservent pour 8, pour 12, pour 16, ils viennent, ils sont là. Il faut savoir que, la médiation classique, Mmh. très compliqué, d'avoir, 6 gamins, heu et de les maintenir, dans une activité pendant 3-4 semaines, quoi. C'est une mission, pratiquement impossible, enfin, tout ce que nous, on souhaitait atteindre, la transgénérationnalité, le mixage social aussi. Oui. Enfin, en tout cas, dans le contexte bibliothèque, il est énorme. Mmh. C'est bien lié, vu ça, enfin. Hier, je l'ai encore vu, des jeunes, des adultes, ou des petits, qui viennent des quartiers, dits périphériques, la famille du centre-ville, ou la personne qui habite sur les campagnes et qui viennent.
Enfin, Donc vous avez eu vraiment de bons retours, en fait, sur l'événement, ça a été apprécié par le public? oui, 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 puis là, surtout, c'est qu'il a été construit par des films et puis 2 a un artiste, 2 artistes, Christophe Blanc et Jean-François Olivier. Eux, ils se définissent pas comme artistes numériques. Ils se Oui. définissent comme artistes courts ou artistes pluridisciplinaires, mais par contre, Jean-François Oliver, lui, il a une vraie, pratique de la programmation et donc il a créé un programme qui permet de faire évoluer la scénographie en fonction des réponses qui sont apportées par lui. On a envisagé cet escalier comme une raison d'art. Ah donc en fait, ils étaient, à certains moments vraiment présents de Ah, façon ils sont assez continue ah oui, oui, pendant dans la une médiathèque. semaine, ils étaient là en permanence. Voilà et là aussi d'ailleurs, donc c'est une vraie coproduction et donc ils ont monté en fait la scénographie avec les outils du labo carré. C'est-à-dire, Ouais. ils se sont adaptés à la contrainte, alors à la contrainte que nous on avait, des outils que l'on avait, qui Mmh. sont des outils qui sont adaptés, à cette à laquelle on est, mètre D'accord. carré, mais qui sont pas forcément adaptés à la production. Donc là aussi, on avait les limites, mais c'est bien, en fait, c'est-à-dire qu'on a pu tester. Donc eux sont venus avec leur outil aussi. Mmh. On a regardé un peu avant la compa compatibilité de leurs outils avec quand on Mmh. a vu que c'était OK. On a dit: «On va pouvoir aller, dans une situation réelle». Travailler in situ a une forme dont on ne connaissait pas, la finalité quand même. Mmh. C'est intéressant, parce que, bon, ce sort du schéma, on part avec une idée un peu conçue, du service ou de la forme, qui quelquefois bride, Ouais. et nous empêche d'explorer, des pistes. Je pense qu'il y a eu d'autres de tes collègues, voilà, des bibliothécaires et je me demandais, voilà, comment ils avaient vécu cette expérience aussi également, le fait Alors, d'avoir mmh, organisé un événement aussi grand ouais. et Alors comme je disais, tout à l'heure, le labo carré fait partie, évidemment de la bibliothèque, mais il fait mmh. partie aussi du pôle développement économique qui est dirigé par Caroline Verimat. Et c'est elle, en fait, qui veille à ce que le labo carré ne soit pas, non, soit trop éloigné par Mmh. ses aspects de prospective, Mmh. mais pas trop non plus rejeté D'accord. par ses approches prospectives, avec les publics. C'est-à-dire, moi, je vais les chercher les publics, je vais au-devant des publics. Mmh. Je veux pas attendre, qu'ils viennent. Donc tous les projets que l'on met en place, c'est pour dire, beh, voilà, c'est pour, répondre à des stimuli qui sont envoyés, par et sur lesquels je m'appuie ensuite pour inventer des outils D'accord. et inventer des ressources internes. Finalement, c'est elle qui va, essayer de, former, le personnel Mmh. ou d'organiser en tout cas, des formes d'accompagnement du personnel. Qui passe par de l'information, qui passe aussi par du partage, des expérimentations, par le partage des expérimentations. Par rapport à ce partage d'expérimentation, si on peut parler d'un autre projet, peut-être, Oui, GeoProject, oui, voilà, où, si j'ai bien compris, voilà, tes collègues aussi ont développé l'outil, l'utilisent aussi à ouais. certains moments. Alors ça, c'est ouais, c'est intéressant dans le mécanisme parce qu'au départ, j comme tous les outils, les Mmh. ressources que j'essaie de développer en interne, je ne pense pas forcément pour la structure, pour Mmh, d'acc l'institution. Je la pense d'abord pour le public. Moi, je suis toujours en lien, enfin, je suis en lien avec 2 types de publics, on va dire. Le public final. Alors, ce public, pour moi, c'est une partie de la population qui a noué une relation, étroite avec la structure, mmh. voire avec le labo carré. Travailler un peu dans la durée, repérer les besoins, les Mmh. demandes. Donc, public final, le public, on va dire Mmh. et ensuite, ce que je dirais, le public intermédiaire, Mmh. donc le médiateur et c'est vrai qu'avant, je m'essoufflais un peu parce que, j'allais tout le temps vers le public et du coup, c'était un peu du one shot, c'était un seul coup, et puis, je voulais vraiment dépasser un peu ça, avoir un effet démultiplicateur, c'est-à-dire ce que je fais pour, 10 personnes, bah, je voudrais, pouvoir le faire pour, 50, C'est sûr. 100 personnes, Mmh. et avoir des outils qui me permettent de «m'économiser» entre guillemets et surtout des outils qui puissent être récupérés par les autres. D'accord, donc ça, c'est une démarche que tu aimerais entreprendre, que tu Ah essayes beh, de si, développer qu'on a avec oui. entrepris, Ouais voilà, depuis 10 ans avec Jean-Paul. et
Tu veux bien expliquer ce qu'est GeoProject? Voilà, et donc GeoProject, c'est un outil qui permet, qu'on a inventé au sein de la bibliothèque, on a inventé au sein du labo Carré, qui permet à des usagers, en fait, de la bibliothèque, de pouvoir raconter, des histoires s'appuyant sur la création d'une carte. Qu'à partir de la carte, on peut, publier du son, de la vidéo, du texte, tout en gardant une trame de narration et de récit. Voilà, D'accord. donc globalement, c'est tous ceux qui veulent raconter, leur territoire, qui peuvent utiliser cet outil. Donc en fait, pourquoi avoir choisi la carte? Mmh. Parce que la carte, ben, elle a un côté fédérateur, en tout cas la carte numérique. Bon déjà, on sait ce que c'est qu'une carte classique, heu, donc on s'attend à trouver un certain nombre d'informations. Mais, le fait de pouvoir raconter des histoires sur une carte, ça remet un peu d'épaisseur, de contenu qui vient du territoire sur un système d'information tout symbolique, mais à l'extrême. C'est-à-dire, les légendes, il y a des espèces de représentations graphiques qui ne sont pas représentatives de la réalité. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est ramener un peu de réalité, nos réalités, en fait, quotidiennes, sociales, et le remettre sur la carte. Et que ça devienne ensuite, que cette carte devienne un élément fédérateur pour des territoires qui sont, géographiquement, isolés, éloignés, voilà, donc c'est pour retrouver comme ça, Et du coup, c'est toi qui as porté le projet ou c'est venu, mais d'un besoin du public alors ça, ça me ou des délicat, médiateurs? hein, parce que, Ouais. mmh, s si je le regarde, de très loin, ce que je disais tout à l'heure, en fait, Mmh. c'est un projet qui répond à un besoin, sociétal Oui. puisque, tous les outils qui se sont développés, à travers le GPS, à travers la géolocalisation, avec l'arrivée de Google Earth qui permet, d'annoter le monde, hein, globalement, c'est ça, par la photo, me fait dire que, bah, le public est intéressé par ce type d'outil. Sauf que moi, dans une bibliothèque, il faut que je trouve un biais qui me permette d'aborder, moi, une problématique qui est, à l'édition, l'édition Treasure, c'est-à-dire l'édition transmédia. Et qui me permettent aussi, de dire: «Mais comment est-ce que ces outils, qui permettent d'adopter le territoire, je les donne?» Et donc il y a pas grand-chose qui existait en la matière. En fait, le projet a été en 2008? Ouais, l'idée du Ah. projet 2008, après les premiers protos, je crois que c'est 2000, D'accord. ouais, les premiers usages. Et du coup, c'est là où j'ai vu, en fait, c'est en partant du prototype que j'ai vu, le potentiel des gens qui voulaient utiliser cet outil-là pour raconter, qui est souvent avait un lien avec le terrain. Et du coup, pendant, ces 10 années, comment s'est passée l'évolution du projet? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont venus t'aider, collaborer? Voilà, donc le premier acteur principal, hein, ça a été, l'association Labo Média Orléans. Parce qu'Orléans, ils avaient déjà développé un outil qui s'appelait Mmh. MetaMap. Voilà, c'est un outil, et qui était un peu compliqué à prendre en main pour du grand public. Donc je leur ai dit: «Bon, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir cette logique d'édition sur la carte, mais qu'on puisse le faire avec un outil qui est vraiment utilisé par les gens». Et donc c'est pour ça que je leur ai proposé, de faire ça sur WordPress, qui représente quand même un quart de l'édition mondiale. Donc qui me garantissait quand même d'avoir, une communauté d'usagers, voire une communauté de développeurs. Voilà, et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, Labomedia a développé le propre carton qu'on a testé. D'accord. Ouais, et ensuite, on a voulu aller un peu plus loin sur les problématiques plutôt liées, à l'éducation aux médias. C'est-à-dire grand retour du texte. En fait, pas un grand retour, mais disons que, on s'est aperçu que, le texte, alors que beaucoup donnaient, l'écrit et la lecture, Oui. en déclin, on s'est aperçu que c'est exactement l'inverse qui se passait sur le web, hein. C'est-à-dire, retour du texte long, qu'on appelle les longs formats ou les grands formats. Donc je me suis dit: «Tiens, voyons ce qui existe sur WordPress». Tiens, et je tombe sur, une extension, plugin qui est développé par, Laurence, on s'appelle comme ça, ouais, qui a créé en fait un long format pour WordPress. Et je me suis dit: D'accord. «Ah, ça peut être intéressant si on plie cette approche documentaire, du long format avec GeoProject, on va pouvoir travailler en fait sur du géoreportage».
Et donc je l'ai contacté par mail et on a commencé à échanger et c'est comme ça qu'est venue la deuxième version du projet, qui permet de créer des petits web documentaires sous la forme, de long format, en fait, qu'on a OK. appelé. Et je sais que du coup actuellement, tu travailles sur une nouvelle Oui. version et quels sont les objectifs de la nouvelle version qui va sortir? Alors, c'est d'intégrer profondément la pratique du récit cartographique au sein de la bibliothèque. Parce que ce qui a été vrai pour le public, heu, le devient aussi pour les bibliothécaires. C'est-à-dire qu'ils ont ça pour les retours que j'ai eus sur les, enfin, sur les usages, tu as pu le constater, Oui. ont été extrêmement positifs. Quand je dis positif, c'est même, de l'enthousiasme. C'est assez rare, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est même tous ces aspects, moi qui m'intéresse, en fait, ce que j'appelle la bibliothèque créative. C'est-à-dire, comment le public est accompagné pour co-construire le savoir qu'il va utiliser pour transformer en connaissance, hein, ce que je Oui. disais tout à l'heure. Là, on incarne le savoir, comment ça devient de la connaissance. Une expérience par de l'expérience et comment ça nourrit, en fait, sa personne et c'est vrai aussi pour les bibliothécaires. C'est-à-dire que la bibliothèque créative, ça ne s'arrête pas au public. C'est-à-dire comment on permet à des gens qui, quand même, lisent énormément, ont envie de parler des livres, des disques, des médias qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours. On ne trouve pas de débouchés, dans le système d'information actuel, tel qu'il est conçu. Ouais, catalogue, catalogue, vous trouvez les livres, mais on n'a pas d'espace qui permette d'éditorialiser. Oui, d'en discuter. C'est vrai que c'est intéressant cette dimension et ils sont à la fois médiateurs, mais ils s'appuient beaucoup sur les supports ou Oui, expliquer les livres. La plupart sont quand même des passionnés de certains domaines. oui, Et c'est vrai qu'ils ont à cœur de vouloir le transmettre pas uniquement par les livres, mais par des formes qui mélangent un voilà. peu les deux. Ouais, Mmh. et c'est une autre manière peut-être d'aller rencontrer. Alors après tout ça, il va falloir le tester. Parce que Mmh. pour l'instant, c'est que du prototypage. Que ce Oui. soit l'outil, que ce soit la démarche, que ce soit même envisager un service là-dessus, c'est encore, très hypothétique. Moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir l'adhésion, la motivation, bibliothèque, médiateur extérieur, artiste, designer, hop, tu es Oui. là. Du coup, bah, ça prend un peu de corps et on entame une nouvelle, donc là, du coup, on a un peu plus de soutien, heu, D'accord. à la fois de la DRAC, de la vie, commence à observer, en fait, ce qui est en train de naître. Donc les gens Donc commencent à être un peu partie prenante en termes oui, d'aide et oui, potentiellement oui, de ressources en tout ou cas de de bienveillance et de communication. dire: «Là, il y a un truc D'accord. qui est en train de se créer là et je sais pas ce que ça va donner». Ils vous laissent expérimenter. Voilà, et D'accord. il faut laisser expérimenter et puis après on évalue, on voit ce que ça donne. Et là, c'est une vraie approche c'est des gens qui vont essayer de trouver des solutions par l'art et la culture à des problèmes qu'ils rencontrent ou à des envies, d'expression qu'ils ont, Mmh. heu, dans des contextes qui, traditionnellement ne sont pas favorables à ça. Et du coup, pour conclure cette interview, je vais te poser encore quelques questions, mais un peu plus ouvertes. Ouais, Voilà. Et c'est vraiment intéressant qu'on voit vraiment la vocation en fait, du labo carré et cette évolution vraiment sur voilà, répondre quand même à des enjeux sociétaux. i C'est intéressant vu que ça se rapproche un peu de mon métier, moi qui est designer social. ouais, Donc on a des enjeux communs, en fait, à mmh, apporter une innovation sociale, mais oui, peut-être autrement et en collaborant avec des institutions et mmh. avec d'autres, notamment avec le public. Et je me demandais quel regard en fait tu portes sur ton métier. C'est vrai que le côté, individuel, et j'ai envie de dire même, beaucoup et psychologique, énorme. Par exemple, hein, suppression d'une subvention en 2007 pour les retrouver en Mmh. 2012 et avoir un plein effectif régulier en 2018, ça fait quand même 8 ans Oui. d'attente. Entre 8 et 10 ans d'attente. Entre les 2, entre temps, il faut quand même, voilà, il faut Pérenniser l'action, essayer ouais, de la faire oui, survivre voilà, et c'est trouver ça. quand même d'autres moyens et des Il faut alternatives. survivre. Voilà, il faut survivre. Donc, psychologiquement, ça peut être intense. J'ai envie de dire, ça peut être, voilà, on passe par des gros doutes. En analysant, je me dis, c'est quand même, c'est bien parce que tu as pu créer Mmh. ton emploi, entre guillemets, au sein d'une institution, au sein d'une collectivité, parce que ça répondait à un besoin. Mais si j'analyse bien le truc, les révolutions, entre guillemets, technologiques, il y en a une tous les,
Bon, là, en ce moment, elles se succèdent, on va dire. Oui. Mais il y en a une tous les 100 ans. Du coup, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été, compliqué, quoi. Je veux dire, Oui. donc est-ce que ça peut servir de modèle? Je sais pas. Du coup, ce qui peut être assez dangereux quand même, c'est que comme on crée, une spécificité, une singularité dans un comment dirais-je? Dans un contexte, qui est quand même, ultra normé, très Oui. hiérarchisé, machin. OK. Le gain de liberté qu'on a pu trouver Oui. en imaginant des solutions peut vite se transformer en prison. Puisque, ça se fait pas ailleurs. Il faut faire, enfin moi je crois qu'il faut quand même faire, assez gaffe à ça et peut-être, du coup, par le biais des réflexions qui peuvent être engagées par les designers sociaux, notamment dans la définition des nouvelles politiques publiques, du coup tout ça, c'est eux qui, finalement vont, permettre une conscience de tous ces enjeux, au niveau des hiérarchies, des cadres, Mmh mh. et puis en fait dire: «Ah, mais peut-être créer des espaces de liberté, à l'intérieur de nos de nos organisations». Mais dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même histoire. Oui, en fait, ça vient en fait avec l'émergence des laboratoires d'innovation, publics au sein des institutions, mais c'est intéressant Oui, que là, vous êtes un laboratoire, mais culturel. Voilà, au oui, sein d'une bah, oui. institution qui a une bibliothèque, Mmh. ce qui est vraiment tout commun, tandis que maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de Oui. laboratoires d'innovation, par exemple, à la région. Au département, ils ont une cellule un petit peu comme ça, mais c'est pas forcément encore, un vrai laboratoire d'innovation. Mmh. Donc on voit que c'est des Ouais, ouais. démarches qui se poussent, c'est peut-être Ah beh, peut-être dans le le cas département de de Gard, justement, on mmh. travaille avec, Francine Alain, qui elle Mmh. s'occupe, de la partie, ressources en lien avec l'éducation dans les collèges, l'éducation numérique dans les collèges D'accord. et donc ils ont en fait des collèges connectés, c'est des collèges où justement on essaye de travailler en mode, coopération, transdisciplinarité, et puis dans des, collèges qui sont réaménagés aussi techniquement quoi, D'accord. Oui. afin qu'ils puissent avoir un minimum et donc il y a un collège là qui est en cours de construction à Jules Vallès, dans le quartier de Nice, qui a choisi, lui, d'axer son projet, d'établissement, son projet pédagogique autour des arts. D'accord. Ah, donc c'est vraiment une c'est que votre team, voilà, portait ses fruits ailleurs et qui Voilà, commençait à avoir un peu le regard des petits et voilà, d'autres c'est-à-dire qu'il y a acteurs. d'autres acteurs qui sont D'accord. pas ces thématiques-là, bah, parce qu'elles voient bien aussi que, ça correspond quand même à une évolution, de la société qui cherche des solutions à cette vie quotidienne et qui vont, passer par l'art, la culture, pour essayer de les résoudre. Et du coup, ma dernière question, quel, pardon, conseil donnerais-tu à des personnes qui aimeraient souhaiter développer, en fait, ce genre de pratique au sein de leur institution, de leur bibliothèque ou médiathèque? Tout simplement, qui voudraient faire la même chose que toi? Bah, de trouver leur voie comme Mmh. ils peuvent. Alors peut-être aussi en bénéficiant, des expériences, des autres. Donc c'est vrai que bon, le gros défaut aussi, hein, peut-être du Lobe Carré, c'est qu'il est pas suffisamment documenté, heu, sur tout ça, en fait, sur toute cette histoire. Donc du coup, on peut se dire, bah, lui, d'où il sort? Enfin, globalement, et on a raison de se poser la question parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de tout ce parcours, qui fait qu'on peut comprendre comment, ça a pu se développer, s'arrêter, s'accélérer, et sur des choses très, très, très basiques, hein. Tout à l'heure, je parlais des résidences. Mmh. Moi, les premières résidences que j'ai voulu faire sur la question des arts numériques, par Mmh. exemple, on m'a demandé, de faire des devis. J'ai dit: «Mais, quand vous invitez des artistes, vous ne demandez pas un devis, aux artistes?» Et dans le cadre des marchés publics, il y a des dispositions, en fait, qui permettent à la collectivité Oui. d'inviter des, heu, des artistes de gré à gré, sans passer par des marchés, à condition de remplir 2 fonctions essentielles, c'est-à-dire l'approche artistique. Mmh. Oui. Donc là, à la rigueur, si j'avais dit que je faisais une résidence de musique, il y aurait pas de souci. Mais à partir du moment où on ajoute l'aspect technique du numérique, Ah oui. poser, la question et en fait, la deuxième catégorie qui permet, d'être dans cette approche-là, c'est la spécificité technique. Mmh. C'est-à-dire que la personne que vous engagez, globalement, soit à peu près la seule qui dispose de cette compétence technique. Et les arts numériques, c'est ça, hein.
C'est une singularité qui défend un propos universel par une approche, techno singulière. Voilà, donc c'est ça qui m'a permis finalement de développer un espace, d'être un peu, comme ça, un peu à la marge. Comme conseil, quand même faire un peu attention parce que l'histoire de statut, tout ça, enfin bon, sinon je suis fonctionnaire en fait. Oui, puis je je m'en suis doutée, c'est vrai que tu l'as pas évoqué. Donc du coup, peut-être de faire dès le départ, si on a une stratégie de projet quoi, Mmh. réfléchir aussi à son statut «professionnel» entre guillemets, Oui. personnel, son Mmh. projet personnel. En fait, c'est un truc que je fais souvent avec les gens qui viennent me voir. Bah, j'essaie de voir aussi, tout à l'heure on parlait des pratiques amateurs. J'essaie de voir aussi, quand ils viennent me voir, beh, qu'est-ce qu'ils développent comme type d'expérience culturelle ou artistique et on essaie de voir aussi leur projet ou ce qu'eux ils en sont. Oui. Et c'est Mmh. quelque chose que je devrais m'appliquer à moi-même. Mais après, c'est difficile pour mener ce projet, tu restes vraiment seul. Même si tu fais appel à des partenaires, Mmh. c'est de porter. Donc, Ouais, alors ça peut-être ça il faut éviter. mmh Mais alors je me dis que le problème c'est ça quoi, c'est-à-dire si j'avais pas pris des risques, si j'étais allé voir, «Ah tiens on va faire, tel projet», et que je demande une validation, on m'aurait dit l'idée c'est d'avancer suffisamment en Oui. fait. Alors le cas du prototypage est intéressant Mmh. parce que du coup ça permet d'avoir une matérialité qu'on peut palper très vite. On reste pas dans le discours très longtemps, quoi. Provoque l'adhésion ou le rejet, mais au moins, si ça provoque l'adhésion, on peut aller ouais, c'est comme ça, oui. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Ouais, C'est donc vraiment du notre coup, et qu'on ouais. utilise dans le design, vraiment le prototypage pour tester Mmh. rapidement et aller sur du tangible, en fait. Ouais, C'est plus facile de c'est communiquer facile. quand on voit quelque Voilà chose, qu'on dit qu'on est en train de parler, en train d'expliquer son idée. et du coup, même, il y a ça et il y a le deuxième effet de Impulse, j'ai envie de dire, c'est la cohésion. C'est-à-dire que si vous présentez, autour à un groupe et que ça Oui. fait en plus vous avez, la cohésion du groupe et le groupe qui va prendre en main le projet sans quasiment, sans demander. Ça, c'est encore meilleur, j'ai envie de dire. Ça irrigue la bibliothèque, c'est un process qui s'installe. Mmh. Alors après, le canaliser ou le réguler, on va dire. Mmh. Mais là, c'est assez facile quand on a une première adhésion. Merci. Je sais pas si tu as encore autre chose à ajouter, mais en tout cas, Non, merci beaucoup. ouais, de rien. C'était une belle interview. Mmh. À bientôt. À bientôt.